La Côte d'Ivoire et le Maroc renforcent leur coopération. 6 nouveaux accords signés hier. En attendant les 40 accords qui seront signés aujourd'hui. Les détails dans quelques instants. Au Nigeria, les attaques répétées de Boko Haram ont contraint 200 000 personnes à fuir, situation qui crée une crise alimentaire dans toute la région selon le programme alimentaire mondial. Après la démission de Blatter, qui sont les favoris pour prendre la tête de la FIFA? La question reste pour le moment posée. Bonjour. Bonjour à tous. Il y a eu Conseil des ministres ce mercredi, réunion présidée par le chef de l'État. À l'ordre du jour, des mesures générales, des projets de loi, des projets d'ordonnance et décrets pour la bonne marche de la nation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc se porte bien après la signature de 72 accords entre 2013 et début 2015. Le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI viennent de renforcer ce partenariat. Hier, 6 autres accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. La salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, lieu par excellence choisi pour la signature des points d'accord entre les parties ivoiriennes et marocaines. Cette cérémonie s'inscrivant dans le cadre de la visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire du roi du Maroc s'est déroulée en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et du souverain chérifien, Sa Majesté Mohamed VI. On fait l'objet de signature. D'abord 3 conventions. La convention de cession de parts de l'État dans la société ivoirienne de banque Attiyari Wafa Bank, la convention relative à la réalisation d'un point de débarquement aménagé de pêche artisanale dans la ville de Grand Laou et la convention sur l'autorisation des missions en modulation de fréquence à Radio Méditerranée Internationale en République de Côte d'Ivoire entre la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle, ACA, et Radio Méditerranée Internationale, MEDI 1. Ensuite, 3 protocoles d'accord. Le protocole d'accord entre Casablanca Finance City Authority et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le protocole d'accord entre l'Agence nationale d'appui au développement rural de Côte d'Ivoire, ANADER, et l'Office chérifien de phosphate, OCP. Et enfin, le protocole d'accord entre le Conseil de café cacao de Côte d'Ivoire et l'Office chérifien de phosphate. Soit au total 6 accords sur 46 signés à la salle des pas perdus du palais de la présidence. La signature des 40 autres restants étant prévue au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Il y a eu ensuite la présentation des groupes d'impulsion économique au nombre de 11. Mais avant tout cela, le tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI, tête-à-tête au cours duquel le chef de l'État ivoirien et son hôte ont fait montre de leur volonté de renforcer davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et c'est juste après la signature de cet accord que le roi Mohamed VI a procédé à la remise d'un don de 2 tonnes de médicaments pour le traitement du VIH au sida. Ensuite, le roi du Maroc a lancé les travaux du centre de formation au métier de l'hôtellerie et du village de pêche à Grand Laou. Le compte rendu d'Amza Diaby. Voici le tout nouveau point de débarquement aménagé à Grand Laou, le village de pêcheurs tant souhaité par les autorités ivoiriennes. Dans 18 mois, ce projet sera une réalité. Il y aura une production de glace, il y a des frigos, il y a un marché de gros, première vente, il y a un marché également de détail, il y a des services de cafétéria et de restaurants pour que les gens puissent manger à l'intérieur. Et puis, il y a des locaux socio-économiques qui peuvent être utilisés justement par les pêcheurs pour stocker leurs produits et pour améliorer leur bien-être au quotidien. C'est un projet de 2 millions d'euros à peu près. Le roi nous a donné un premier village de pêcheurs à Lokodjoro. Aujourd'hui, c'est Grand Laou qui en bénéficie. Donc pour nous, c'est une grande joie. Vous avez vu les bâtisses et toute cette armature qui va être mise à la disposition des pêcheurs. C'est un don du Royaume du Maroc et le premier magistrat de la commune de Grand Laou, lui, n'a qu'un mot à la bouche. Merci. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, qui, de par ses relations avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, son gouvernement, à travers le ministre des Ressources animales et halieutiques,
vient doter Grand Laou d'un gros cadeau. En plus de ce village qui sera construit à Grand Laou, un centre de formation professionnelle pour mieux apprendre les métiers de l'hôtellerie et du tourisme verra le jour très prochainement. Un autre don du roi Mohamed VI, un autre soulagement pour l'État ivoirien. Sa Majesté fait un don important pour élargir donc, le centre de pêche de Grand Laou. Et ici, donc, en matière de formation professionnelle, il y a deux aspects. L'aspect TP, bâtiment, et l'aspect tourisme. Vous savez que la Côte d'Ivoire est en train d'avoir beaucoup d'hôtels qui sont en train de se construire, beaucoup de touristes, tourisme d'affaires, tourisme religieux, etc. Donc on a besoin de former davantage de personnel de qualité pour que le niveau d'entretien des hôtels et de prestation des services soit de haute qualité. Avant de se rendre sur le site du centre de perfectionnement aux techniques industrielles, le roi était au CHU, le centre hospitalier universitaire de Yopougon. Là encore, il a fait parler son cœur. C'est quand même 2 tonnes de médicaments, comprenant des antifongiques, comprenant des antibactériens et comprenant également tous les médicaments nécessaires à la prise en charge des patients atteints du VIH-Sida. Des actions qui témoignent de l'amitié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. En image, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Aïchatou Mendaoudou, a échangé hier avec le président Alassane Ouattara. L'entretien a porté sur la révision de la liste électorale après le lancement lundi de l'opération dans le district de Yamoussoukro. Les détails dans nos prochaines éditions. Cap sur San Pedro, où le Premier ministre a lancé les travaux du tribunal de première instance et de la maison d'arrêt et de correction. Ces deux infrastructures sont entièrement financées par l'Union européenne. On fait le point avec Hervé Blé. La maison d'arrêt et de correction de San Pedro sortira de terre dans 18 mois sur un terrain de 6 hectares à Dimoulé, village situé à 3 km sur l'axe menant à Tabou. L'infrastructure va offrir aux détenus des conditions de détention améliorées et faciliter leur réinsertion sociale. La future prison moderne de San Pedro, dont la première pierre a été officiellement posée ce début de semaine par le Premier ministre Nana Cablan-Duncan, va coûter 2,5 milliards de francs CFA à l'Union européenne. Nous l'avons fait d'autant plus volontiers, Monsieur le Premier ministre, que la justice ne sert pas uniquement à faire en sorte que les consciences soient apaisés et libres, au fond, dans leur démarche, mais également, elle est importante pour garantir aux acteurs économiques qu'ils vont trouver un cadre propice à leurs activités. En même temps que la marque va sortir de terre dans 18 mois, le tribunal de première instance de San Pedro, implanté au quartier Seweke, sa construction va coûter 1,5 milliard de francs CFA à l'Union européenne. L'institution soutient ainsi les efforts du gouvernement qui est engagé depuis un moment à rapprocher la justice des justiciables. La construction de la nouvelle juridiction de San Pedro vient non seulement combler un vide, mais également contribuer à mettre en œuvre l'important chantier de l'élargissement du cadre judiciaire. Elle viendra s'ajouter aux 2 nouvelles juridictions ouvertes à Issia et à Guiglo. J'ai saisi cette occasion pour demander à M. le garde des Sceaux d'accélérer la mise en place du tribunal de commerce de San Pedro. La construction de la maison d'arrêt et de correction de San Pedro qui va désengorger la marque de Sacentra et celle du tribunal de première instance sont entièrement financées par l'Union européenne. Elle le fait sur le budget de 12 milliards de francs CFA de son programme d'appui à la réforme et à la modernisation du système judiciaire et pénitentiaire. Retour ici à Abidjan, où le Premier ministre a ouvert hier le marché panafricain de la création, de la production et de la distribution de contenus audiovisuels Discope Abidjan 2015 qui se tient en ce moment même à Abidjan et ce jusqu'à demain, jeudi 4 juin. Il faut signaler que Discope offre donc l'occasion de vendre et d'acheter des contenus audiovisuels numériques. Et puis, la réouverture officielle hier du lycée Jean Mermoz d'Abidjan, le plus grand établissement français de Côte d'Ivoire. Cela après plus de 10 ans de fermeture. Réouverture en présence de la Première Dame. L'événement a été accueilli avec joie par les élèves et leurs parents. Viviane Aïmé. Sa mise à sac en novembre 2004 ne l'a pas empêché de renaître plus grand, plus beau.
Le Collège international Jean Mermoz, désormais lycée international Jean Mermoz, a réouvert ses portes. Prestigieux établissement scolaire au sein du réseau de l'enseignement français à l'étranger, le lycée international Jean Mermoz avait été durement frappé pendant la crise de novembre 2004, l'obligeant à fermer ses portes pendant une dizaine d'années. Mais il était important pour faciliter le retour des institutions internationales en Côte d'Ivoire que cet établissement d'enseignement crédité d'une solide renommée internationale rouvre ses portes. Sur décision du président de la République Alassane Ouattara, l'État a financé à hauteur de 9 milliards la réhabilitation et l'équipement de Jean Mermoz. En venant inaugurer dans la matinée de ce mardi les nouvelles installations de ce lycée, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie par le personnel administratif et les élèves. Pour la présente année scolaire, ils sont au nombre de 800. À la rentrée prochaine, l'école s'apprête à recevoir 1400 élèves. Pour le volet festif, grands et petits, en chœur, les élèves ont chanté la mermozienne, l'hymne de l'école, puis la marseillaise et la bidjanaise. Ils ont aussi exécuté une chorégraphie. Un hommage a été rendu à un pionnier de cette école, Pierre Padovani, décédé, qui fut pendant 30 ans le directeur général du collège Jean Mermoz. La direction de l'établissement est désormais confiée à la mission laïque, dirigée en Côte d'Ivoire par Jean-Christophe Debert. La mission laïque est une association née il y a plus d'un siècle en France et qui a acquis ses lettres de noblesse dans le secteur de l'éducation. Elle est dirigée par Yves Aubin de la Messusière qui a effectué le déplacement à Abidjan. Le lycée Jean Mermoz, symbole de l'amitié et de la fraternité franco-ivoirienne, le premier conseiller de l'ambassade de France, a adressé les remerciements du gouvernement français à la première dame et au président de la République, Alassane Ouattara. Au nom de la communauté éducative, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a remercié à son tour la première dame et le président de la République pour la réhabilitation de cet établissement d'excellence. Excellence, Madame la Première Dame, au moment où nous célébrons la joie du renouveau et des retrouvailles, il me paraît important de renouveler ma confiance et ma foi dans le partenariat qui lie mon département ministériel au prestigieux lycée Mermoz. Je reste en effet convaincu que le label de qualité dont ce lycée est dépositaire constitue une opportunité à capitaliser et à pérenniser. La première dame, pour sa part, a souhaité bonne chance aux élèves dans leur nouvel établissement et elle a adressé ses félicitations à tout le personnel d'encadrement. C'est donc avec une immense joie que je procède ce jour à la réouverture officielle du lycée international Jean Mermoz. Chers enfants, vous voilà de retour dans votre établissement flambant neuf. Je vous souhaite d'y passer de belles années d'études et de contribuer d'obtenir d'excellents résultats. Enfin, chers enseignants, chers personnels d'encadrement, on ne peut parler d'école sans parler de ceux qui la font, c'est-à-dire vous, mes chers enseignants. Nous vous devons en grande partie la réussite de nos enfants et je voudrais ce jour vous adresser toutes mes félicitations. Pour cette visite à Jean Mermoz, la première dame a fait encore une fois des heureux. Elle a offert à la grande joie des élèves et de leurs encadreurs 500 livres de culture générale, 25 tablettes numériques, 3 millions de francs pour la fête de fin d'année des élèves et 15 oiseaux pans pour le décor de l'école. Les élèves à leur tour lui ont offert des tableaux exécutés de leurs mains. La direction de l'école a immortalisé en gravant dans le marbre la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, au lycée Jean Mermoz. Toujours dans le domaine de l'éducation, les oraux du BEPC ont démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont au total près de 294 000 candidats libres et officiels repartis dans 533 centres du pays. Ces épreuves orales qui s'achèvent vendredi 5 juin seront suivies le 8 juin des tests écrits.
La première édition du Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan dénommée Oridjidji s'est ouverte hier. Cette première édition a pour thème gouvernance juridique et de la propriété intellectuelle et efficacité de la protection. Il s'agit à travers ce thème de Oridjidji 2015 de lutter contre la contrefaçon, la contrebande, le piratage et les autres formes de fraude qui portent d'énormes préjudices à l'État, aux sociétés industrielles et économiques ainsi qu'aux populations. Nous y reviendrons dans nos éditions de 20h. À Fresco, 20 groupements de femmes célèbrent la cohésion sociale sur la base de la solidarité, du vivre ensemble. Ces femmes comptent relever, grâce à leurs diverses activités, plusieurs défis. Iné Valère et Thérèse Tapeyoboué. Elles sont Godier, Baoulé, Burkinabé, Maliennes, Abron, Gouro, Yakuba, appartenant à 20 groupements de femmes. Elles s'adonnent aux activités agricoles et commerciales dans la sous-préfecture de Fresco. Ces femmes, regroupées au sein de l'ONG FEFECO, ont décidé de célébrer la cohésion sociale et la solidarité. Adèle Diama est la première responsable de l'ONG FEFECO. Pour elle, il revient à la femme, dans son rôle de mère, l'éducation des populations aux vertus de la solidarité, de la cohésion sociale, du travail bien fait, de la paix. Pour sa première sortie, l'ONG FEFECO a choisi le village de Dacioko et pour parrain Atieyeya. Dit que Dieu il a fait un cadeau pour la Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Ouattara. C'est lui qui est pour le développement, moi je le soutiens. Je le soutiens aussi parce qu'il est président de paix, de sécurité, de développement. C'est pour le bonheur de nos enfants. Le parrain Atieyeya et le président de la région du Bois-Clair, Philippe Légré, se sont engagés à soutenir toutes les activités sociales et économiques de l'ONG FEFECO. L'occasion leur a été donnée au moment où l'on célèbre les femmes d'offrir des cadeaux aux femmes de Fresco. Les femmes toujours à l'honneur. Dimanche dernier, elles ont été célébrées pour leur soutien quotidien. Célébration de la fête des mères marquée par la remise de cadeaux. Nous vous proposons d'autres temps forts à Abidjan et à l'intérieur du pays avec nos différents reporters. La mère joue un rôle important dans la famille. Elle a pour rôle, entre autres, de veiller à l'éducation des enfants et de soutenir son époux dans toutes ses activités. Au regard de toutes ces charges, une journée lui est dédiée, la célébration de la fête des mères. À l'occasion donc de cette fête célébrée dimanche dernier, Séguéla, ville située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, a connu une ambiance particulière. Autorités religieuses, administratives, politiques et la population dans toute sa composante ont magnifié la mère procréatrice. Au cours de cette cérémonie, les différents intervenants ont rendu un hommage à toutes les mères pour les actions qu'elles mènent au sein de la cellule familiale. Les mères de la ville de Séguéla sont réparties les bras chargés de cadeaux. En plus de ces présents, 240 chaises et bâches aux différents quartiers de la ville de Séguéla par les autorités municipales. La fête des mères à Séguéla était placée sous le parrainage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, représenté par le préfet de région, préfet du département de Séguéla, Bamba Moussa. À Mans, c'est une journée ensoleillée vécue par les femmes détenues et le personnel féminin de la maison d'arrêt et de correction. Échange, dons de cadeaux, moments de détente et partage de repas. Des émotions pour ces mamans détenues, parfois séparées de leur progéniture. Sipilou dans le pays profond. Ici, l'église catholique Notre-Dame de l'Assomption sert des cadres au maire Glao Diomandé pour honorer les mamans de la localité. Certaines d'entre elles ayant participé à un programme d'alphabétisation. Cette fête des mères à Sipilou, au dire des bénéficiaires, fera tache d'huile parce que la première du genre.
Plus de 2000 femmes, en majorité épouses des secrétaires généraux des sections du RDR, Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire, de la région du Haut-Sassandra, ont reçu des pagnes et divers lots de cadeaux à l'occasion de la fête des mères. L'initiative est du secrétaire départemental du RDR de Daloa, Bakari Ouattara, qui par ce geste traduit sa reconnaissance à ces braves femmes qui se battent au quotidien pour le rayonnement de leur famille politique, le RDR, et surtout pour le soutien constant à la vie de leurs différents foyers. Le parrain de la cérémonie, Amara Fofana, a offert un déjeuner et des pagnes aux mamans en guise de récompense. Les femmes de Songon célébrées en présence de la représentante de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Gisèle Doua, et du maire de la commune de Songon, Éric Nkoumomobio. Ce 31 mai, sur l'esplanade de la mairie, c'était déjà fête des mères à Songon. Une fête des mères qui a aussi été l'occasion d'exhorter les femmes présentes à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat. Gisèle Doua a fait la promotion de l'autonomisation des femmes et de la parité hommes-femmes. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'Office ivoirien des parcs et réserves ont signé une convention de partenariat. Il s'agit de la mise en place d'un projet dénommé RED+, dans le parc national de Taï. On fait le point avec Doua de Lazer. Le parc national de Taï, d'une superficie de 500 km² de forêt, stocke un volume important de carbone, contribuant à la régulation du climat. Des conditions climatiques favorables au développement de cacao cultivé dans les zones périphériques grâce aux pluies régulières et abondantes. Dans le but de conserver le bon fonctionnement des écosystèmes pour une production de cacao de qualité, les entreprises Semois Chocolat et Ecotira ont signé une convention de partenariat avec la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, en vue de développer le projet RED+. En effet, la conclusion positive des discussions et des échanges avec nos partenaires nous ont conduit à l'élaboration de ce projet qui est articulé autour des mécanismes de la finance carbone. En effet, cette terre protégée contribue pleinement au développement durable de la Côte d'Ivoire. Ce projet RED+, permettra à terme de pérenniser le financement de la conservation du parc de Taï et assurer le développement durable et harmonieux de la zone périphérique. Une opportunité heureuse pour le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Le projet permettra donc la production de cacao, zéro déforestation à la périphérie du parc national de Taï et de quantifier les impacts positifs des services environnementaux fournis par ces terres et leur conversion en crédit carbone compensatoire dont la vente générerait des revenus récurrents et additionnels pour le financement des activités à réaliser. Des milliers de tonnes de cacao sont produits chaque année dans la zone périphérique du parc national de Taï, reconnu comme patrimoine naturel exceptionnel en 1982 par l'UNESCO. Dans ce nouveau partenariat, 2 milliards de francs CFA seront alloués par an pour gérer ce massif forestier de Taï. Toujours environnement, la lutte contre les feux de brousse s'intensifie. Une journée vient d'être consacrée à ce fléau. La ville de Samatigila a servi de cadre à cette séance de sensibilisation des populations. Plusieurs comités locaux de lutte contre les feux de brousse sont donc mis sur pied. Chantal Ouma à Kandan. Après la journée régionale de l'arbre célébrée en 2014, cette année, la direction régionale des eaux et forêts de Samatigila a mis l'accent sur les feux de brousse dans la région pendant la saison sèche. Le colonel Touré Wayana, directeur régional des eaux et forêts, a expliqué à l'assistance les causes naturelles qui occasionnent les feux de brousse et qui ont pour conséquence la perte en vie humaine, matérielle, mais aussi source de plusieurs conflits. Cette journée, consacrée à ce fléau, est donc initiée pour prévenir et mettre fin aux feux de brousse dans la région. Pour ce faire, le préfet de Samatigila, Patrice Gueux, a instruit tous les sous-préfets de son département et les populations à mettre en place des comités de lutte contre ces feux, afin de freiner la déforestation, voire l'avancée du désert et faire face à d'éventuels cas. Parlons développement. Les populations du canton Ngban d'Assakra, dans le département de Toumodi, viennent de bénéficier de 2 infrastructures. Il s'agit d'un centre de santé rural et d'un château d'eau. Les temps forts avec Chantal Ouma. Les populations du canton Ngban d'Assakra,
département de Toumoudi, sont soulagées. Elles bénéficient désormais d'un centre de santé rural baptisé Raymond Goudou Kofi et d'un château d'eau d'une capacité de 20 mètres cubes et de 15 mètres de hauteur. Ces infrastructures viennent mettre fin à leur souffrance. La mutuelle de développement d'Assakra, MUDESCA, a exprimé sa reconnaissance aux autorités et fait des doléances. Il s'agit entre autres de la construction d'une maternité, de l'extension du réseau électrique du village et de l'obtention d'une ambulance. Dr Raymond Goudou Kofi a répondu favorablement aux doléances tout en expliquant que le village d'Assakra, qui compte plus de 3000 habitants, se trouve à 25 km de l'hôpital général de Toumoudi. Elle a ajouté que le centre de santé le plus proche est à 17 km. Quant au ministre Jano Kwadio Aoussou, il a indiqué que ces infrastructures inaugurées font partie des engagements pris par le président Alassane Ouattara. Aussi a-t-il souligné que d'ici à 2020, tous les villages de Côte d'Ivoire seront dotés de châteaux d'eau. Occasion pour les deux ministres de lancer un appel à l'union des cadres du Grand Centre. En plus de cette cérémonie, les maires du canton Ngban d'Assakra ont été célébrés. 200 femmes ont reçu des présents à l'occasion de la fête des mères. Un nouveau geste humanitaire de l'ONG ADS à San Pedro. L'ONG vient en effet d'organiser une troisième opération de don de sang en partenariat avec le Centre de transfusion sanguine. Commentaire Thérèse Tapeyobwe. Le Centre de transfusion sanguine de San Pedro a un besoin énorme en sang. Il couvre les régions du Gbokle, la Nawa et San Pedro. Pour ces trois régions, il faut 21 000 poches de sang par an. L'ONG Action pour le développement solidaire, ADS, qui a compris ce besoin, a décidé de voler au secours du Centre de transfusion sanguine de San Pedro par une opération de don de sang, la troisième du genre, opération au cours de laquelle 1500 poches de sang ont été collectées. Nous voulons remercier la population et surtout le district sanitaire qui est venu massivement pour donner un peu de son sang, ce précieux liquide qui sauve les vies humaines. Et nous sommes très heureux de la population qui est venue massivement donner son sang. Dr Sidi Sissoko, du Centre de transfusion sanguine de San Pedro, a exprimé toute sa reconnaissance à l'ONG ADS pour ce geste qui est à saluer et à encourager. Créée en 2014, l'ONG ADS a à son actif une école maternelle et plusieurs actions caritatives. Hors de nos frontières, au Nigeria, le nord-est du pays est particulièrement touché par les attaques répétées du groupe islamiste Boko Haram. Ces violences ont contraint de nombreux habitants à fuir leurs maisons et à traverser les frontières. Près de 200 000 personnes cherchent refuge au Niger, au Cameroun ou encore au Tchad. Cette situation crée, selon le Programme alimentaire mondial, une crise alimentaire dans toute la région. Le commentaire de Sylvie Touré. Environ 200 000 personnes poussées à fuir le pays pour s'installer dans les endroits sécurisés au-delà des frontières nigériennes. Une insécurité imposée par les attaques de la secte islamique Boko Haram au nord-est du Nigeria. Il nous a attaqués avec des fusils. Les gens ont commencé à fuir. On a fui, oui. Et ils ont commencé maintenant à brûler des maisons. Ils tiraient les fusils, force. Ils ont brûlé nos maisons et toute notre nourriture. Nous dormions dans les buissons. On ne pouvait pas rester. C'est pour cela que nous sommes ici. Dans ce camp de Minawayo, à la frontière du Cameroun, le Programme alimentaire mondial évalue à 39 000 le nombre de réfugiés. Les familles déplacées manquent de tout, de revenus et surtout de vivres. La malnutrition gagne du terrain. Malheureusement, ceux qui souffrent le plus sont les enfants. Au Cameroun, par exemple, nous pouvons voir que les taux de malnutrition montent très rapidement, jusqu'à 35% dans certaines régions frontalières. Le PAM fait tout ce qu'il peut, mais nous avons besoin de plus d'aide. Une aide évaluée à près de 16 milliards 500 millions de francs CFA, selon le directeur du PAM au Cameroun, pour subvenir aux besoins des réfugiés. Et vous le savez depuis hier, 4 jours seulement après sa réélection, pour la 5e fois consécutive à la tête de la Fédération internationale de football, Joseph Blatter a annoncé sa démission. Cette annonce fait l'effet d'une bombe dans le monde du ballon rond. Le commentaire d'Anja Soukro.
Coup de tonnerre à la tête de la FIFA, la Fédération internationale de football association. 4 jours à peine après sa réélection à la tête de l'institution pour un 5e mandat, Sepp Blatter a décidé de démissionner. Le Suisse a finalement été emporté par les nombreuses affaires de corruption au sein de la FIFA qu'il dirige depuis 16 ans. Avant le Congrès, l'on avait évoqué des soupçons de corruption pour l'attribution des Coupes du Monde 2010 à l'Afrique du Sud, 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. La dernière affaire en date, la goutte d'eau qui fait certainement déborder le vase, les soupçons de transfert de 10 millions de dollars effectués par Jérôme Valcke, le secrétaire général de la FIFA, qui n'est autre que le bras droit de Blatter. Cette somme envoyée à Jack Warner était destinée à s'assurer que l'Afrique du Sud organiserait la Coupe du Monde 2010. Le Suisse n'a pas pu tenir, il a décidé de ne pas aller au terme de ce nouveau mandat. Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat, ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football, et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs. Sepp Blatter avait été réélu avec 133 voix contre 73 pour son challenger, le prince Ali bin Hussein, soit 73% des votes. Cette démission est assurément un camouflet pour la CAF et les fédérations africaines qui, malgré les affaires de corruption, avaient décidé d'accorder soutien indéfectible à Sepp Blatter. Le successeur de Sepp Blatter sera connu au cours d'un congrès extraordinaire de la FIFA prévu entre décembre 2015 et mars 2016. Justement, aujourd'hui se pose la question de la succession de Blatter. Le prince jordanien Ali a déjà fait acte de candidature en attendant la position de Michel Platini, le grand favori potentiel. C'est la fin de ce 13h supervisé par Anne Zenika Eoura. Merci de votre fidélité.